Et bonjour à vous, voici le chapitre 3 de la partie 2. 31 décembre 2012, 1er janvier 2013. Se connecter à ses aspirations profondes. Je ne voulais rien faire de spécial pour le réveillon du Nouvel An. J'avais été invitée par des camarades d'école préparatoire à une grande fête de retrouvailles. Mais je ne me sentais pas le cœur à voir du monde. Je n'envisageais ce nouvel événement festif qu'avec des personnes très proches et de manière très simple. Pas de restaurant, pas de sortie, juste un moment où je pouvais être moi, dans ma vulnérabilité du moment. Je ne voulais pas faire semblant. Si le soir venant, je me sentais bien ou mal, je souhaitais pouvoir le montrer. Alors, nous avons décidé de le passer tranquillement chez moi, avec mon frère et ma meilleure amie, et de se payer un moment de détente dans un spa. Nous avons beaucoup échangé, parlé de tout et de rien, parfois un peu de la situation présente, toujours avec pudeur. Puis nous avons préparé un apéritif et un repas agréable, agrémenté du visionnage de films un peu gnangnans qui ont valu des commentaires caustiques de la part de mon frère. Je riais, parfois une boule dans la gorge, parfois j'étais soulagée en me remémorant les derniers moments. Et soudain, je me rappelais que cette année, je ne pourrais pas lui souhaiter les vœux. Une petite danse des émotions se jouait alors dans mon cœur. D'un autre côté, je souriais en pensant à la difficulté que les gens devaient avoir pour m'envoyer des vœux. Je te souhaite une très bonne nouvelle année, qu'elle soit meilleure que la précédente. Oups, comment pouvait-elle être pire? Quand on touchait le fond, on ne pouvait que remonter, n'est-ce pas? Lorsque la terre et le ciel s'écroulaient, c'était le bon moment pour tenter de les reconstruire. La remise en question et mes réflexions existentielles me faisaient à nouveau de l'œil. Allais-je me laisser emporter par le flot de la vie dans un chemin que je ne souhaitais peut-être pas vraiment, ou allais-je me réveiller à la beauté de la vie et me réaliser pleinement? Mon optimisme et ma confiance en la vie rejaillissaient alors et m'aidaient à affronter la remontée des souvenirs douloureux. En y pensant bien, je me suis rendu compte que je pouvais changer des choses dans ma vie. Que lorsque j'étais jeune, je rêvais de faire de l'associatif, d'aider mes semblables par le biais de l'humanitaire, ou plutôt de l'aide au développement. Je rêvais de faire une activité où je me sentirais utile à l'humanité, avec cette envie de bien social et d'engagement pour un monde meilleur, où j'apporterais une contribution personnelle à mon échelle. Cette petite voix se réveillait petit à petit, au fil de mes réflexions et de mes séances avec la psy. À quoi aspirais-je? En parallèle, une autre voix essayait de reprendre la parole. Que diraient les gens et ma famille? Que penseraient-ils? Et vis-à-vis de la pression sociale, n'étais-tu pas heureuse avec ton travail, ton salaire, tes amis? Cette voix, je prenais peu à peu la route de ne plus l'écouter. La voix de l'excuse qui m'avait mené à un désespoir plus grand que juste un deuil. Le deuil de la perte de mon père, mais également la réalisation que j'étais passée à côté de l'essentiel. Vivre mes journées dans un métier qui me passionnait, dans lequel je me reconnaissais jusqu'à l'âme, et qui était en cohérence totale avec mes aspirations. Voilà ce qui me manquait douloureusement. Le jour d'après, alors que mes compagnons de réveillon repartaient dans leur ville et vie respectives, et que je reprenais le travail, j'ai eu un énorme coup de blues. Ce fut la seule fois où j'ai exprimé un peu de colère envers mon père, pour nous avoir laissé tomber. Je me suis alors posée dans mon salon en pleurant. Soudainement, comme animée d'une flamme inédite, je me suis levée puis approchée de mon ordinateur. J'ai alors tapé sur Internet mission humanitaire et tout autre mot-clé s'en rapprochant. Je connaissais mes limites. Je n'étais pas assez téméraire pour chercher une durée longue. Juste une mission, une aide de 2 semaines pour quelqu'un n'ayant pas fait d'études médicales. Et je suis tombée, je ne sais pas comment, sur le site d'une association qui cherchait des bénévoles non médicaux pour accompagner des médecins en Asie, afin de les aider sur place dans la logistique. L'association demandait de remplir un questionnaire psychologique très complet. J'ai tout rempli le soir même, comme mue par une force intérieure inconsciente. C'était une parfaite occasion de mettre des mots sur mes pensées et de clarifier pourquoi je voulais partir. J'ai eu la bonne surprise de recevoir une réponse le lendemain, me demandant d'envoyer une lettre de motivation ainsi qu'un curriculum vitae. J'ai tout écrit ou refait, mon CV n'ayant pas été modifié depuis 5 ans, et mon email est parti 24 heures plus tard. Avec lui, un espoir d'arpenter le début d'un nouveau chemin.
Voilà le chapitre 3 qui est un peu plus court que les précédents et qui pour moi était important de garder dans cette longueur-là parce qu'il aborde un moment essentiel en fait dans la phase du deuil, en tout cas pour moi, c'est le questionnement de qu'est-ce qui est essentiel pour soi, vraiment pour soi, en dehors de tout conditionnement extérieur ou de toute pensée ou jugement extérieur, qu'est-ce qui est essentiel pour soi et quelles sont nos aspirations profondes. S'il y a bien quelque chose que la mort fait jaillir, en tout cas si on prend l'opportunité de s'en rendre compte, c'est le questionnement de la vie et notamment du sens de sa vie propre, de ses aspirations profondes. Et dans ce chapitre, j'aborde cette question-là de mes aspirations profondes et j'aborde en fait deux aspects. Le premier aspect, c'est le fait d'être soi et de s'autoriser à être soi et à sentir de quoi on a besoin, en tout cas de quoi j'avais besoin à ce moment-là. Et donc je l'exprime au niveau du réveillon du Nouvel An. J'ai besoin et j'ai envie d'un événement simple avec des personnes très proches et d'un événement de quelque chose où je sais que je vais pouvoir être pleinement moi, ne pas faire semblant et donc suivre complètement mes élans intérieurs. C'est-à-dire si je me sens mal, de pouvoir le dire et l'exprimer, si je me sens bien, de pouvoir le dire et l'exprimer, et d'être dans un environnement en fait sécurisé et serein qui me permet de le faire et de l'être totalement. Euh, plus tard, plus tard, en fait, j'apprends à augmenter cet espace de sécurité extérieur en augmentant mon espace de sécurité intérieur. C'est-à-dire que je peux maintenant être moi pleinement, même dans un endroit où je ne suis pas entourée de personnes proches ou de personnes qui vont me sécuriser. Mais au début, pour démarrer en fait ce chemin d'être pleinement moi, de pouvoir être complètement dans mon alignement propre et surtout de pouvoir l'exprimer, de pouvoir euh, le faire, c'est-à-dire être et suivre ces élans, eh bien, je commence en le faisant dans un petit espace où je me sens en sécurité. Et ça, d'un point de vue du développement de soi, du retour à soi, en fait, c'est apprendre petit à petit à augmenter la taille de cet espace sécurisé intérieur par soit le jeu de l'extérieur qui augmente l'espace de sécurité intérieur et qui ensuite, cercle vertueux, augmente l'espace de sécurité extérieur et qui augmente également comme ça. Et à un moment donné, en fait, notre espace de sécurité intérieur est tellement, tellement grand que l'extérieur n'a plus d'importance, en fait. Donc ça, c'est le premier point sur le fait d'être soi et de se trouver dans des espaces où on sait qu'on peut être complètement soi. Et donc, je choisis de passer ce réveillon avec ma meilleure amie et mon frère, et en fait, on suit complètement nos envies, on va dans un spa, on parle, on échange, il y a de la pudeur, mais on adresse tous les sujets. Euh, et puis, en fait, c'est une étape clé ce nouvel an parce que il y a l'échange des bons vœux. Et puis, généralement, en fait, les premières personnes que j'appelais, c'était ma famille, mes parents, pour leur souhaiter les bons vœux. Et donc là, de nouveau, c'est la réalisation que il n'est plus là d'un point de vue physique. Et donc, je ne pourrais pas lui souhaiter les vœux d'un point de vue physique. Donc, c'est une valse des émotions à l'intérieur. Et c'est OK parce que je laisse vivre ces émotions-là. Ce qui se passe ensuite, c'est deux c'est la mise en lumière de deux parts de moi. Et c'est très très intéressant dans ce chapitre qui est court mais qui en même temps est essentiel. Deux aspects de moi qui se parlent et qui essayent en fait, en tout cas il y en a une qui s'est tue pendant très longtemps, qui veut reprendre la main, c'est l'être intérieur qui a ses aspirations profondes, je dirais l'âme, le cœur, et qui a envie en fait de se reconnecter pleinement à ça, de reconnecter pleinement à l'être puissant, à l'être qui est en joie, qui fait quelque chose et qui est pleinement euh, dans une beauté de la vie, dans une réalisation de soi, dans un optimisme, dans une confiance en la vie, dans le fait de suivre des aspirations, de contribuer à un monde meilleur,
d'avoir la paix en soi et à l'extérieur. Voilà, donc vraiment cette vision-là intérieure, donc c'est un peu le réveil de l'amour intérieur, là, c'est le réveil de la lumière en moi qui croit et qui sait que c'est possible. De contribuer et surtout d'améliorer le monde et d'être dans un lien à l'humanité, de contribuer à un bien de l'humain et à une utilité vis-à-vis de l'humanité dans sa version, initiale, c'est-à-dire quand on est il y a plusieurs études scientifiques et de neurosciences qui ont montré que l'homme naît foncièrement bon et empathe, etc. Puis après, il y a plein de choses qui font que, eh bien, les souffrances font naître certaines réactions, certains comportements, certains aspects de soi qui vont être plus violents et voilà, dans ces aspects-là. Mais en tout cas, voilà, cette voix qui se réveille à l'intérieur de moi, c'est la voix de j'ai envie de contribuer, j'ai envie de faire et d'être qui je suis pleinement, j'ai envie d'être dans ce lien, dans ce bien humain. Voilà, dans ce bien humain. Ça, c'est la première voix qui se réveille et qui se réveille d'une très très grande force. Et puis il y a la deuxième voix, je pense que vous l'avez compris, hein. La deuxième voix, c'est la voix des peurs. Que dirait la famille, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, et par rapport à la pression sociale, les gens qui vont te regarder. Et d'ailleurs, mais t'es pas contente là, ton travail il est génial, ton salaire il est mirobolant, t'as des super amis. Vous voyez toutes ces voix un petit peu qui vous disent mais pourquoi tu te plains? Alors c'est comme lui il dit mais je me plains pas, j'ai juste envie. C'est-à-dire essayer de sentir la différence entre c'est pas une plainte de dire oh là là, ce monde est pourri. Non, c'est au contraire, ça vient d'un espace intérieur de joie et d'envie de contribuer. Ça vient d'un espace d'enthousiasme. L'intention derrière est une intention d'enthousiasme, de joie, de contribution. Elle vient pas du tout, en tout cas cette voix-là, la voix de gauche, on pourrait dire ça, ne vient pas du tout d'une plainte ou d'une peur, de quelque chose comme ça. C'est la petite voix à droite là cette petite voix-là qui dit mais qu'est-ce qu'ils en penseraient les autres? Et puis bon, arrête de te plaindre, hein, t'as tout pour être heureuse, donc pourquoi tu te plains là? Je comprends pas. Ça, c'est la voix de l'ego, c'est la voix de nos peurs, c'est la voix de Eckhart Tolle, il dirait la voix du corps de souffrance. Parce qu'évidemment, ça fait peur d'aller dans cet inconnu-là. Parce que si je décide de changer et de suivre cette voie, cette inspiration profonde, cette aspiration profonde, qui sait ce que les choix et les décisions que ça va me faire prendre. Et donc peut-être qu'effectivement, ben, il y a des personnes qui vont pas comprendre. Et peut-être qu'au contraire, il y a des personnes qui vont comprendre, qui vont dire, mais attends, ça fait des années que ça baigne en toi et c'est que maintenant que tu le fais. Donc en fait, c'est intéressant et c'est important dans un chemin intérieur de se rendre compte de qui parle en soi. Qui est-ce qui parle en soi? Est-ce que c'est le cœur, cette aspiration profonde, cet être lumineux que l'on est? Ou est-ce que c'est les petites voix du corps de souffrance, les petites voix de l'excusite, les petites voix des peurs qui parlent? Et de revenir toujours à cette intention. Est-ce que je fais quelque chose par amour ou par peur? À ce niveau-là, je ne sais pas. Je ne prends pas de décision à ce niveau-là. C'est le 31 décembre, je ne prends pas spécialement de décision. En tout cas, je sens qu'il y a ces deux voix qui me parlent. Par contre, le jour d'après, tout le monde repart, c'est-à-dire mon frère et ma meilleure amie repartent dans leur vie, les vies respectives. Et qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve seule. Et là, quand on est seul, je reprends le travail. Eh bien, j'ai le coup de blues qui arrive. Et en fait, ce coup de blues, je l'ai accueilli. J'ai un tout petit peu culpabilisé, mais je l'ai accueilli. Parce que c'est important en fait d'accueillir ces moments-là de vulnérabilité totale, de coup de blues, parce que surtout à ce moment-là, j'ai cette montée de colère, j'ai la montée de la colère envers mon père en fait. Et c'est absolument normal dans une phase de deuil d'être en colère vis-à-vis de la personne qui est partie.
Moi, j'étais en colère contre mon père de nous avoir abandonnés, de nous avoir laissé tomber. Et donc cette colère, elle est montée, et généralement derrière la colère se cache la tristesse, une tristesse plus profonde. Et je me mets à pleurer dans le salon. Mais alors, des pleurs accumulés, une tristesse accumulée. Et il y a la tristesse d'avoir perdu cet être cher, mais il y a également à l'intérieur la tristesse de ne jamais avoir écouté la voix du cœur. Enfin, je l'ai écoutée plusieurs fois, mais pas à ce niveau-là. Et là, ce qui se passe, c'est absolument fabuleux, c'est que derrière ces zones d'ombre, derrière ces émotions un peu désagréables et un peu fortes, il se cache un trésor fabuleux. Il se cache, en fait, c'est comme si on allait plus en profondeur en soi, qu'on enlevait des couches, euh, un peu de limon, et puis qu'on va toucher du doigt notre cœur, notre diamant intérieur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, comme animée d'une flamme inédite, je me lève et je m'approche de mon ordinateur. Et là, je peux vous dire, je le sens encore, ce moment de grâce où en fait, c'est comme si j'avais en laissant exprimer ma colère, ma tristesse, toutes ces pensées-là qui me disaient non, tu dois pas le faire, etc. En laissant tout ça exprimer, j'ai ouvert la boîte pour aller vraiment laisser mon être intérieur s'exprimer pleinement. Et c'est lui qui a pris la main. C'est-à-dire que la flamme inédite, c'est-à-dire l'étincelle de vie qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, cette étincelle de vie s'est mise en mouvement et je lui ai laissé le contrôle de mon corps. C'est-à-dire j'ai décidé, parce que j'étais en plus dans une phase d'être complètement vulnérable et il n'y avait plus de résistance en moi. J'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, j'avais exprimé ma colère. J'ai plus de résistance. Et là, il y a vraiment cette énergie de vie qui prend la main et qui me fait me lever et aller sur Internet. Et là, je suis vraiment mue par une force exponentielle. Je suis mue, un peu comme pour les sportifs, on appelle ça être dans la zone. Là, je suis complètement dans ce moment de grâce, être pleinement focalisée pendant ce moment-là sur réaliser et suivre une action inspirée. Donc là, je parle d'inspirer et non pas de motiver. Une action inspirée par ma flamme intérieure. Et je tape 3 mots, je ne sais pas comment je tombe. Ça, on parle de la synchronicité absolument fabuleuse de tomber sur le bon site au bon moment. Je refais mon CV, en 4 secondes, il est fait. Alors que pour d'autres postes, j'avais mis 3 jours. Là, en 4 secondes, il est fait. Ma lettre de motivation, elle est faite. Et surtout, elle me permet de me poser intérieurement la question réelle de pourquoi est-ce que je pars. Est-ce que je pars de nouveau par peur, par rébellion, euh, par vengeance, par plainte, parce que je trouve que le monde est horrible, parce que je vis en deuil et que je suis enfin, que je suis complètement détruite, voilà, enfin, vous voyez, ou est-ce que je pars mue par cette envie de contribuer, par cet amour de moi et de suivre mes aspirations profondes, par cette flamme. Et en fait, quand je suis, et je pense que vous aurez l'occasion de le sentir aussi, quand on est dans la zone, on sait très bien qui parle. Ce n'est plus le corps de souffrance ou les pensées un peu euh, limitantes qui parlent. Qui parle à ce moment-là, c'est le cœur. Et là, les mains sont le prolongement direct du cœur. Et donc j'écris ça, et j'envoie, et j'attends. Et ce qui se passe, c'est que je l'envoie en étant dans une confiance absolue, dans l'espoir que peut-être c'est le début du chemin. Je n'ai aucune idée de si la réponse va être positive ou négative, j'en sais rien. Mais je sais que je viens de prendre une action immédiate dans les 24 heures qui ont suivi le fait de dire, OK, j'ai envie de suivre mes aspirations personnelles. Et oui, ça me fait peur. Oui, j'ai peur de ce que vont penser les gens. Oui, j'ai peur du jugement. Oui, j'ai peur de vis-à-vis de mon travail, tout ça, oui, j'ai un peu peur, mais c'est pas la peur qui gagne à ce moment-là, c'est la flamme intérieure, cette lumière qui prend la main et qui dit oui, mais là, c'est le moment de le faire.
Voilà, donc c'était important pour moi de vous expliquer en fait à quel point en soi on a enfin on peut avoir plusieurs voix qui nous parlent et on est totalement normal, vous inquiétez pas, et d'identifier quelle est la voix du cœur et quelle est la voix de la tête et des peurs. J'ai une vidéo là-dessus que j'ai faite il y a quelques temps qui donne un outil assez intéressant sur comment faire quand on veut prendre une décision pour écouter le cœur plutôt que la voix de la peur. Donc je vous invite à aller regarder sur YouTube. Et puis, euh, et puis ensuite, c'est un apprentissage petit à petit. Il y a des moments clés dans nos histoires et dans votre histoire aussi, où c'est d'une évidence absolue qui parle. Et en fait, petit à petit, à force d'apprentissage sur identifier qui est-ce qui parle, ah tiens, là c'est mes pensées de peur, etc. Alors peur, c'est le mot global, hein, ça peut être des inquiétudes, ça peut être des doutes, etc. Savoir qui parle, à force d'apprendre, et ça c'est intéressant de lire le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et également le livre de Michael Singer, je vais retrouver le titre. En anglais, c'est The Unfeathered Soul. En français, j'ai un doute, donc je l'écrirai dans la description. Et ces deux livres permettent vraiment d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet de corps de souffrance et de devenir l'observateur en fait de nos pensées et donc de laisser la place à notre être qui est beaucoup plus grand que juste notre être de pensée ou notre être physique, à cet être-là, cette flamme intérieure, cette flamme de vie, de reprendre en fait la main sur nos décisions et sur notre vie, afin ensuite de faire des actions qui sont complètement inspirées et qui nous mettent en joie totale. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 4.